Bienvenue sur Monde Multipolaire. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est pas un commentaire de plus sur la guerre en Ukraine. C'est une radiographie. Une radiographie de la pensée militaire et politique occidentale, vue de l'intérieur par un homme qui vit en Russie depuis 26 ans, qui a servi dans les parachutistes français et qui, aujourd'hui, se présente aux élections sénatoriales françaises depuis Moscou. Xavier Moreau, fondateur de Stratpol, vient d'être élu conseiller consulaire des Français de Russie et de Biélorussie en juin 2026, malgré les sanctions que l'Union européenne lui a imposées en décembre 2025, gel des avoirs, interdiction de voyage dans l'espace Schengen. Son recours devant le tribunal de l'Union européenne a été rejeté en mars 2026. Ce que je veux que vous reteniez avant de regarder cette interview, c'est ceci. Nous sommes le 5 juillet 2026. Et la situation sur le terrain ukrainien est d'une gravité que les grands médias français refusent toujours de mesurer honnêtement. Ce matin même, les analystes militaires confirment que la bataille pour Slaviansk peut être officiellement considérée comme lancée. Les combats ont atteint Nikolaïevka, banlieue nord directe de Slaviansk. En parallèle, la libération de Krasny Liman serait en phase finale. Et les forces russes ont établi le contrôle sur plusieurs localités dans la région de Kharkov, Chiikovka, Novimir, Cherneshchina, Druzilovka, ce qui signifie que le bastion Slaviansk-Kramatorsk, cette ligne de défense construite depuis 10 ans, depuis 2014, est en train d'être prise en tenaille des deux côtés simultanément. C'est exactement ce que Moreau annonçait depuis des mois. Et c'est exactement ce que Macron refusait de voir. Pensez à l'armée française en 1940. Le général Gamelin, avec ses lignes Maginot parfaitement construites, était convaincu que la défense statique suffirait. Les Allemands ont contourné par les Ardennes en 72 heures. Ce qui signifie que la certitude d'une ligne défensive imprenable est, historiquement, le premier signe d'une défaite annoncée. L'Ukraine répète cette erreur. Et il y a quelque chose de plus profond dans ce que dit Moreau sur la France. La France de Gaulle était une puissance de médiation, indépendante de l'OTAN, respectée des deux côtés de la guerre froide. La France de Macron est vraisemblablement devenue le chien de garde belliciste de Washington en Europe. Ce n'est pas un jugement partisan. C'est un fait documenté par les votes à l'Assemblée, les livraisons d'armes et les déclarations publiques. Regardez cette interview avec attention. Je vous retrouve à la fin pour une analyse approfondie. C'est parti. Nous recevons dans cette matinale de GPTV le fondateur, celui qui porte Stratpol, qui est maintenant aussi conseiller consulaire, peut-être demain sénateur, on va lui poser la question. Je veux parler de Xavier Moreau. Bonjour mon cher Xavier. Bonjour Nicolas. Xavier, avant de développer les thèmes géopolitiques, en particulier sur l'Ukraine, sur la Russie, on a besoin de réinformation actuellement quand on n'est pas idée, ou peut-être que si, vous écoutez parfois peut-être les médias occidentaux européens, le déferlement de propagande actuellement, et il faut absolument revenir sur la réalité de ce qui se passe, qui est souvent des fois diamétralement à l'opposé de ce qui nous est présenté sur les médias occidentaux et européens. Mais peut-être débuter, puisque vous avez eu, je crois, les honneurs d'un article de Valeurs Actuelles dernièrement sur votre engagement politique qui a débuté, je dirais, avec les conseillers consulaires, mais maintenant, vous voulez vous jeter totalement dans le grand bain, si j'ai bien compris, vous allez peut-être nous le confirmer, sur des élections sénatoriales qui ont lieu à la rentrée de septembre, je crois. Oui, alors je suis même président du conseil consulaire, puisque C'est ça. en fait, il y a 3 conseillers et ils élisent le président, l'espèce de maire, en fait. Et donc, c'est moi qui ai été élu, puisque c'est ma liste qui est arrivée en tête en prenant 2 postes. Effectivement, j'en avais déjà parlé à mes auditeurs que je pensais que pour moi, c'était une entrée en politique. C'était un peu un test. Et donc, ce test a été réussi largement. Donc, je continue.
L'élection sénatoriale, effectivement, je m'y présente. Elle aura lieu le 27 septembre. Donc, c'est les renouvellements de 6 sur 12 des sénateurs des Français de l'étranger. Et donc, ce sont tous les élus consulaires qui votent pour choisir ces sénateurs. Donc, ça va être très difficile, je ne vous le cache pas. Mais quoi qu'il arrive, je vais jouer toutes les cartes dont je dispose. J'ai vu également, à l'occasion de l'élection consulaire, que eh bien, les gens étaient touchés par l'atteinte aux institutions qui étaient faites par les sanctions qui m'ont été imposées. Même pour vous dire, vraiment, c'est quelque chose qui m'a frappé. Il y a un électeur de la France Insoumise qui m'a dit, de toute manière, j'ai voté pour vous. Je comprends même pas qu'il y ait des listes d'opposition. Après ce qu'on vous a fait, c'est tout le monde devrait voter pour vous. Voilà. Donc je pense que je pourrais convaincre des gens qui pas forcément auraient eu l'intention de voter pour moi. Et de toute manière, c'est un vote secret. Et après, ce sera leur conscience qui va peser. Donc il y a à la fois cet aspect que je veux utiliser, c'est-à-dire montrer la nécessité de remettre en place un état de droit en France. La France n'est pas un état de droit, c'est une tyrannie qui est administrée par une plus grosse tyrannie qui s'appelle l'Union européenne. Et donc, un de mes engagements, c'est que quoi qu'il arrive, je n'arrêterai le combat que lorsque j'aurai en tout cas participé au rétablissement de l'état de droit en France. Ça, c'est un de mes objectifs. Et l'autre objectif plus vaste, c'est bien de porter la voix d'une France qui cessera de lancer des guerres ou de participer à des guerres impérialistes, appelons un chat un chat. En Libye, c'est ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy. En Syrie, c'est ce qui s'est passé avec François Hollande. Et puis là, en Ukraine, c'est également ce qui se passe avec Emmanuel Macron, puisque en fait, la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui a été provoquée par une junte qui a été mise en place par l'OTAN en 2014 et qui, dans le cadre de sa politique impérialiste, voulait forcer la majorité de la population ukrainienne à parler une autre langue et à adopter une autre religion. Ça nous rappelle des souvenirs il y a 230 ans, n'est-ce pas ? Et donc, la France, pour notre plus grand déshonneur, le régime d'Emmanuel Macron y a participé. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit cesser. La France doit retrouver une posture de puissance d'équilibre, comme le voulait Général de Gaulle, qui, au lieu de répandre de participer à ces bains de sang, eh bien, amène sa position de médiation et qu'elle soit un peu finalement comme l'était Saint-Louis il y a 1000 ans, et comme l'était Saint-Louis, c'est-à-dire consulter quand il y a quelque chose qui va mal entre deux puissances. Si on prend toujours l'exemple de l'Ukraine, c'est un affrontement entre Washington et Moscou. La résolution de ce conflit aurait dû avoir lieu à Paris ou à Versailles avec les représentants de Washington et de Moscou. Voilà. Et aujourd'hui, on aperçoit d'ailleurs qu'on n'a pas vraiment de cadre de négociation. On n'a pas de pays qui font des médiations. Il y a les Émirats arabes unis qui font des médiations pour les échanges de prisonniers, les enfants abandonnés. Il y a la Turquie qui essaie de faire quelque chose, mais finalement, ça plaît pas forcément comment dirais-je, aux puissances participantes. Et en fait, ça aurait été vraiment le rôle de la France. Mais pour que la France soit un pays de médiation, il faut qu'elle soit neutre. On devrait, je pense, exiger d'avoir une neutralité à la Suisse. Et que nous, en plus, contrairement à la Suisse, on a l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas besoin d'alliance pour protéger notre territoire. Absolument pas. On peut le faire nous-mêmes. Toutes les routes des invasions sont sous contrôle. Si quelqu'un essaie de les franchir, ce sera la vitrification nucléaire. Et on est un des rares pays à avoir cette capacité. Donc on a à la fois le prestige, même si après 10 ans d'Emmanuel Macron, notre prestige a largement été diminué, notamment en Afrique, on l'observe en ce moment, c'est regrettable. Mais malgré tout, eh bien, on peut redevenir cette puissance d'équilibre, cette puissance artisan de paix. Voilà. Et ça, c'est je dirais, c'est la voie que je veux porter pour tous les Français qui vivent à l'étranger, en expliquant que, il y a un monde multipolaire qui est en train de se créer, que la France a une place particulière à y prendre. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais alors, expliquez-nous un petit peu ces élections sénatoriales, comment elles se déroulent pour ce qui vous concerne, vous.
à Ah ben, l'étranger? je vais constituer une liste de 6 personnes, comme j'avais fait pour l'élection consulaire, Ouais. en essayant de mettre au maximum précisément des élus consulaires. Et puis après, il va y avoir une campagne et puis je m'adresserai précisément à ces élus, à tous les élus, en leur proposant évidemment un peu plus en détail les grands traits de ce que je viens vous dire. Quel est l'espace électoral pour une sénatoriale des Français de l'étranger? Disons que donc il y a 6 sénateurs qui vont être élus sur l'espace territorial, c'est la totalité de la planète, de tous les Français qui vivent à l'étranger. Ouais. Et donc, il faut donc sur les il y a à peu près 550, un petit peu moins grands électeurs. Hein, c'est un suffrage universel indirect, grands électeurs. Et donc, il faut réunir, je pense, quelque chose comme autour de 50, 60 voix pour être. Alors, ce sont les conseillers consulaires, les grands électeurs? C'est ça. Il y a quelques sénateurs également qui votent, mais Ouais. c'est les conseillers consulaires. D'accord. Voilà. Bon, bon courage. Une nouvelle campagne qui s'engage. Une nouvelle élection qui ne sera sans doute pas la C'est dernière. amusant, vous soyez. Alors, comment vous ne pourrez pas y aller? Comment vous allez pouvoir siéger? Ah si, de toute manière, j'irai en France, élu ou pas élu, j'irai en France. Bien sûr que si. Non, mais je plaisante, mais ouais. Mais non, c'est une bonne question parce que effectivement, en fait, les sanctions donc sans tribunal enfreignent 3 axes de nos institutions, de notre constitution. Il y a la liberté d'expression, donc qui est beaucoup moins d'ailleurs stricte qu'aux États-Unis. Moi, je voudrais qu'on fasse comme aux États-Unis, qu'on mette le premier amendement sur la liberté d'expression comme un absolu au début de notre constitution. Et nous, en fait, il en est fait référence à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui finalement dit que la liberté d'expression, c'est bien, mais quand même, c'est soumis à la loi. Donc, c'est pas du tout le ton que ça doit être donné, surtout dans un pays comme la France, qui depuis 1789 et la terreur est profondément marquée par le totalitarisme. Il y avait l'excellent livre de Courtois, Stéphane Courtois, sur Lénine, l'inventeur du totalitarisme. Et je pense qu'il avait tort sur le titre. L'inventeur du totalitarisme, c'est Cromwell et la Révolution française. C'est-à-dire que c'est eux qui tuent sans aucun scrupule des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, parce qu'ils n'ont pas la même religion, pas la même vision du monde. Et donc, nous sommes les inventeurs, malheureusement, quelque chose dont on ne peut pas être fier avec la Révolution française et la terreur, un des co-inventeurs avec les Anglais du totalitarisme. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. On parlait du fait que. Oui, voilà. Donc ils enfreignent la liberté d'expression. Ils enfreignent l'article 17 de la Constitution sur le droit à la propriété. Il ne peut pas y avoir de saisie de la propriété sans que ce soit justifié ou en cas de réquisition compensée. Donc moi, en fait, on m'empêche d'utiliser l'usufruit de ma propriété, et d'autant plus que ma femme est gravement malade. C'est quelque chose qui est tout à fait inadmissible. Je rentrerai plus tard dans les détails, mais il faut vraiment que les Français comprennent ce qu'on fait aux dissidents. C'est vraiment extrêmement important. Dans un troisième temps, c'est évidemment une atteinte au droit de la liberté de circuler. Mais comme en France, il n'y a pas de bannissement, en principe, je ne peux pas aller dans les pays de l'Union européenne, ça m'était complètement égal d'ailleurs, mais je peux venir en France, on ne peut pas m'en empêcher. Et donc j'ai l'intention de le faire. Bon, là, c'est pas ma priorité, puisque ma priorité, c'est la campagne jusqu'au 27 septembre de l'Union européenne, mais je viendrai en France, quoi qu'il arrive. Évidemment que si j'étais élu sénateur, je disposerais d'une immunité qui consoliderait ma position, mais de toute manière, il arrive un moment, si vous voulez, où on doit être aussi des témoins, plus un peu le fond de notre religion et de notre civilisation, c'est-à-dire qu'il y en a qui doivent se sacrifier ou prendre des risques pour d'autres, pour que justice soit faite. Voilà. Et moi, je m'en sors, malgré la situation extrêmement difficile, parce que je suis en Russie, parce que je suis connu, donc beaucoup de gens sont venus m'aider. Mais si jamais, et c'est ce que veut faire Nunez, c'est ce que veut faire Retailleau,
cette loi inique passait qui permettrait de saisir les actifs, les revenus et les comptes en banque des personnes physiques ou morales, c'est une véritable... on est déjà en dictature, mais là ce sera encore plus grave parce que ça pourra s'attaquer à des gens qui n'ont pas de ressources pour compenser. C'est-à-dire que vous serez obligé d'aller supplier Jean-Noël Barrot, Retailleau, Nunes pour vous laisser utiliser votre argent pour vivre. Je veux dire, c'est ça dont on parle, c'est ça qui nous menace. C'est ça qui nous menace. Et donc, voilà, avant que ce soit trop tard, il faut que certaines personnes, que le sort a fait que c'est tombé sur moi, mais si vous voulez, soit je m'écrase, soit je me bats. Et j'ai décidé de me battre. Donc, je me battrai et jusqu'au bout. Ouais, écoutez, c'est tout à votre honneur. Très bien. Alors, peut-être, on ira après sur le versant international, terminer sur le national. Justement, si demain vous êtes sénateur, eh bien, vous seriez amené à voter un certain nombre de propositions ou de projets de loi. C'est le cas actuellement avec la loi sur l'euthanasie. J'aimerais avoir un peu votre opinion sur cette loi et sur cette culture de mort qui ne cesse de gagner du terrain. Oui, c'est ce que disait Jean-Paul II. En plus, c'est ce qui était quand même assez paradoxal, c'est que la France a organisé une espèce de conférence internationale pour l'abolition de la peine de mort. Donc déjà, il permet de s'occuper de nos oignons. Et au même moment, ils mettent en place l'euthanasie, qui est un système épouvantable pour pousser les gens qui, en fait, qu'on estime inutiles, c'est-à-dire les personnes âgées et les malades mentaux. Parce qu'en plus, on l'a vu dans l'avortement, c'est que vous avez par exemple une date de limitation de l'avortement. Je crois que c'est 12 semaines, c'est ça? Ça dépend des pays. Déjà, donc, qu'est-ce qui se passe au bout de 12 fois 30 jours à minuit qui fait qu'on n'a plus le droit d'avorter? Donc l'embryon est devenu un être humain, il ne l'était pas avant. Ça, personne ne nous l'a jamais expliqué. Pourquoi 12 semaines? À la limite, pourquoi pas 10 mois? Il y avait une féministe anglaise qui proposait l'avortement jusqu'à 10 mois, c'est-à-dire après la naissance. Oui, un mois après la naissance. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant prématuré de 7 mois, il est viable. Donc, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'on ne peut pas nous dire ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Et surtout, si jamais l'enfant a une maladie, une tare, etc., on prolonge l'autorisation d'avortement. C'est-à-dire qu'on estime que la maladie fait perdre l'humanité à cet enfant à naître. Et en fait, le principe de l'euthanasie, c'est ça. C'est-à-dire qu'une personne malade ou vieille, par sa maladie ou par sa vieillesse, perd son humanité. C'est ce à quoi on assiste. Alors, moi qui ai écrit un livre noir, le livre noir de la gauche française, je ne suis pas surpris. L'euthanasie est un sacrement de la religion laïque, comme l'avortement, comme le mariage homosexuel. Youssef Indy est très bon sur ces questions d'ailleurs. C'est une contre-religion. Et elle a besoin, je dirais, de son quota de sacrifice humain. Et surtout, comme pour tous les grands totalitarismes, c'est aussi un moyen d'unifier la population derrière un grand crime. Notamment l'avortement est devenu une pratique courante qui, même si ça brise la vie d'une femme, eh bien, malgré tout, beaucoup le fait. Et donc sont tenus par cet acte, finalement, d'être loyaux vis-à-vis du régime qui l'a autorisé. Parce que si jamais tout d'un coup on leur met la vérité en face de ce qu'elles ont fait, et elles le savent d'ailleurs au fond d'elles, eh bien, ce sera un immense désespoir. Donc pour ça, pour ceux, notamment toutes ces femmes qui ont avorté, tous ces hommes qui ont laissé leurs femmes avorter, ou d'ailleurs le plus souvent les ont poussées à avorter, parce que l'avortement, c'est le triomphe du masculinisme sur la femme. C'est-à-dire, avant, quand vous mettiez une femme enceinte, vous aviez le choix. Vous l'aimiez, vous l'épousiez, pas de problème. Vous l'aimez pas, mais vous assumez parce que vous êtes quelqu'un de sérieux, donc vous l'aidez, voilà. Ou alors vous vous barrez comme un lâche. Voilà. Aujourd'hui, en fait, assumer, ça veut dire, en gros, amener la femme que vous avez mis enceinte, se faire avorter. Et ensuite, généralement, ça la laisser tomber. Donc on a
donc par ces actes épouvantables, en fait, c'est une manière d'unir la société derrière le régime. Et l'euthanasie a la même fonction pour cette gauche bourgeoise, c'est-à-dire que par un nouveau crime, on va consolider la loyauté au régime. Puisque quoi qu'il arrive, quand vous allez, je sais pas, pousser votre père ou votre grand-mère à mourir pour hériter ou pour une autre raison, parce qu'elle vous ennuie, parce qu'elle est malade, que ça vous coûte trop cher, etc., etc., vous allez commettre un crime épouvantable. Eh bien, mais vous vivrez dans un régime qui vous dit que c'est bien, que c'est normal. Mais vous tiendrez à ça jusqu'à la fin de votre vie. Quoi qu'il arrive, votre conscience vous travaillera et vous dira, mais est-ce que ce que tu as fait vraiment, est-ce que était vraiment licite, était vraiment légitime, était vraiment bon. Et si en plus le régime qui vous a dit de le faire disparaît ou cesse de tenir ce discours, évidemment, vous vous effondrez. Donc, en fait, c'est une espèce de pour mettre en place de schéma orwellien pour mettre en place et cimenter le régime totalitaire et tyrannique qui dirige la France. Faut pas prendre ça du tout comme un cas isolé. En fait, c'est un sacrement de la religion laïque qui est anti-catholique, anti-française et qui vise à nous asservir. Voilà. Comme l'était la constitutionnalisation de l'avortement. Mais de toute manière, tout ça d'ailleurs, c'est né dans le totalitarisme. Qui a inventé l'avortement? C'est Lénine, en 1921, je crois. Donc, ou 1920, peu importe. Donc en fait, tous ces sacrements laïques, ces anti-sacrements laïques, sont le produit du totalitarisme. L'eugénisme, l'euthanasie, c'est né, il faut le dire, aux États-Unis et en Allemagne, dans l'Allemagne nazie. Tuer les malades, les impotents, les gens qui servent à rien, eh bien, c'est né au sein de ces totalitarismes du XXe siècle. Et finalement, la révolution qui est à l'origine, pas seulement elle, encore une fois, il faut remonter aussi à l'héritage anglais du totalitarisme, eh bien, continue son travail de mort. Et c'est à nous de nous battre. On doit se battre à la fois pour la France, mais également pour que la France cesse de répandre ses erreurs, que la République française cesse de répandre ses erreurs, parce qu'elle porte une grave responsabilité dans les malheurs qui ont frappé le monde au XXe siècle et au XIXe déjà, mais surtout au XXe siècle et encore jusqu'à aujourd'hui. Et par curiosité, quelle est la législation en Russie sur l'aide à mourir, si tant est qu'il y en ait une? Il y en a pas. Il y en a pas. En plus, si vous voulez, si jamais vous souffrez, que vous voulez mettre fin à vos jours, ou que vous voulez demander à votre famille de le faire, faites-le, mais ne nous emmerdez pas avec ça. Ça voilà. Existe déjà, l'euthanasie. J'ai eu des cas, je dirais pas dans mon entourage, mais chez des gens que je connais. Et on m'a dit, on l'a débranché, etc. Mais il n'y a pas besoin de faire une loi là-dessus. De la même manière que des avortements, il y en aura toujours. Et d'ailleurs, je suis contre la criminalisation de la femme qui s'est fait avorter. Vous ne pouvez pas punir une femme qui s'est fait avorter plus que ce qu'elle s'est fait elle-même subir. Donc, il ne s'agit pas de punir, il s'agit déjà d'aider les personnes qui souffrent à bien mourir. Il y a des moyens, notamment maintenant médicaux, qui sont autorisés, y compris par l'Église, d'accompagner pour que la personne souffre le moins possible. Et il y a des moyens d'aider les femmes qui hésitent à avoir leur enfant à la garder. Et surtout, si jamais vous n'en voulez pas, donnez-les à ceux qui en veulent. Il y a la queue pour adopter des enfants. J'en sais quelque chose. Donc, si vous voulez, c'est le retour à une culture de vie. C'est ça qu'il faut. Le pape Jean-Paul II avait tout à fait raison de parler de culture de mort, et on est en plein dedans. Et ce qu'il faut, c'est le retour à une culture de vie. Et l'État n'a pas à légiférer. N'a pas à légiférer. À la limite, interdire l'avortement, mais par principe, mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, en plus, vous voyez, par exemple, une Polonaise qui veut se faire avorter, elle traverse la frontière, elle se fait avorter. C'est pas un problème. Donc la question, elle est surtout de l'idée que l'État doit envoyer. Et aujourd'hui, le travail que fait la Russie contre l'avortement est tout à fait appréciable et m'a fait d'ailleurs évoluer sur ma position. Moi, j'étais dans une position extrêmement dure, etc. Et les Russes, eux, ce qu'ils veulent, c'est combattre l'avortement de manière positive.
Notamment en mettant dedans des objectifs, des indicateurs clés, comme on dit, des KPI, aux gouverneurs des régions sur le fait qu'il faut, notamment celles qui ont une mauvaise natalité, eh bien, il faut faire baisser le nombre d'avortements. Et il y a des régions, depuis plusieurs mois, qui ont 0 avortement. Pas parce qu'on menace les jeunes filles qui veulent se faire avorter. Déjà, c'est interdit dans les hôpitaux publics, dans les hôpitaux privés, parce que personne ne doit gagner de l'argent avec l'avortement. Mais ça pose aussi un problème éthique si c'est dans l'hôpital public. Mais bon, en Russie, il y a comment ça s'appelle, la clause de conscience. Donc, c'est pas comme en France où on veut vous obliger à tuer. Et en fait, et notamment, il y a des règlements qui font que lorsqu'une femme arrive et que le médecin lui annonce qu'elle est enceinte, et le terme, ça doit pas être de dire est-ce que vous voulez avorter, c'est félicitations à la future maman. Il y a des choses toutes simples qui sont mises en place et beaucoup d'aides pour que les femmes puissent, notamment les femmes pauvres, puissent garder leur enfant et qui sont remarquables. Ce que la Russie est en train de faire dans la lutte contre l'avortement est remarquable et d'ailleurs ça donne des résultats, de très bons résultats quand on voit d'où partait la Russie. Aujourd'hui, en proportion de la population, la Russie, il y a moins d'avortements en Russie en France. Alors que je crois que quand Poutine est arrivé au pouvoir, il y avait 1,5 million d'avortements. Enfin, c'est une boucherie, quoi. Et c'est par cette méthode, je dirais, douce, qu'en fait, les Russes sont en train de sortir l'avortement je dirais, de la culture de mort soviétique, puisque, encore une fois, c'est un héritage bolchevique, l'avortement. Donc, ça marche. Donc, il y a des choses. Moi, je suis assez confiant sur la natalité russe. Et puis surtout, je le vois autour de moi. J'habite dans un quartier à 100% russe. Je crois que dans tout le quartier, il y a un Français et un Anglais. C'est les seuls étrangers. Et maintenant, la famille nombreuse est vraiment devenue la norme. 3 enfants. Et même, là, je vois une amie de ma femme, 5. Et en plus, c'est intéressant, c'est qu'il suffit qu'il y ait une famille nombreuse pour que ça donne envie aux autres. Ils voient que finalement, c'est pas la fin du monde, que plus les aînés ont grandi, ils aident pour les plus petits, qu'il y a tout un système qui se met en place. Et l'exemple de Fabrice Sorlin, d'ailleurs, qui a été décoré par Vladimir Poutine, et là, pour le montrer, il y a beaucoup dans son entourage, là où il habite, il y a des tas de gens qui ont fait beaucoup plus d'enfants qu'ils ne l'auraient cru, parce qu'ils ont vu que finalement, c'était famille heureuse, famille nombreuse. Et donc voilà, et la Russie est une culture de vie. C'est vraiment c'est quelque chose de notable. Et il est devenu grâce à la volonté des élites. Et puis, parce que quelque part, de toute manière, dans le cœur des pères et des mères, avoir des enfants, c'est toujours au programme, c'est gravé quelque part, vous voyez. Donc, voilà. Oui. Peut-être avant d'aborder la situation internationale, un élément un petit peu plus léger que j'ai pu voir sur le X de Stratpol, où vous expliquez, vous voulez savoir ce que j'appelle gauche bourgeoise aujourd'hui, et vous voyez la tirade, et on entend la tirade de cette fameuse Monique Barbu, ministre à la transition énergétique, qui explique qu'il ne faut absolument pas penser qu'une seconde qu'on puisse régler les problèmes liés à la chaleur, à la canicule, avec des climatiseurs. Déjà, savoir si il fait chaud aussi en Russie. Est-ce que le climatiseur est plus généralisé qu'en France, entre autres dans les hôpitaux publics, peut-être? Et puis, et donc nous expliquer un petit peu, en effet, ce côté totalement ridicule et grotesque de cette multimillionnaire, qui est Monique Barbu, très à gauche, très écolo, et qui fait la leçon de morale, justement, aux Français, en cette période où, quand même, on a récolté plus de 40 milliards depuis 2003 avec la Pentecôte travaillée, pour arriver à une situation où il n'y a toujours pas de climatisation en France dans les urgences. En tant que futur élu, ce que je vous souhaite en tous les cas, Français, vous aurez à régler aussi le problème des hôpitaux publics. Disons que déjà, sur le fait effectivement de la gauche française a pour particularité de n'être pas populaire. Même aujourd'hui, vous voyez les partis qui incarneraient cette gauche populaire. Moi, j'en vois qu'un, c'est Georges Kuzmanovic. Oui. Mais je dirais, c'est pas le fondement de la gauche. La gauche, elle est bourgeoise. Ceux qui font la révolution sont des bourgeois. Les sans-culottes sont des bourgeois du Faubourg Saint-Antoine. Donc, ce sont des gens privilégiés déjà, aisés, et qui
parce que précisément ils sont aisés, pensent qu'ils ont une espèce de mission vis-à-vis des classes inférieures. Voilà. Et donc pour eux, en fait, c'est parfaitement normal d'avoir des privilèges que les prolos n'ont pas. C'est ça. Et donc, il y a le but, en fait, ce qui caractérise la gauche française, c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire que pour Marx, finalement, la bourgeoisie, c'est celle qui détient les moyens de production. En France, ça ne marche pas. En France, la bourgeoisie, c'est celle qui détient les moyens d'attribution de la rente. Vous voulez devenir un bourgeois de gauche. Voilà. Et pour ça, vous avez et pour pouvoir toucher l'argent du contribuable. Et on le voit très bien d'ailleurs dans le comportement de, notamment, je voyais cette députée de la France Insoumise qui traite avec mépris son chauffeur de taxi, qui profite des ors de la République ou de l'Union européenne. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'elle le fait. Et ces gens-là sont pas prêts à mourir pour le régime, mais ils sont prêts à tuer. Si jamais vous mettez en danger cette capacité qu'ils ont d'être des bourgeois, c'est-à-dire de vivre plus que normalement, d'avoir accès à des plaisirs, à des privilèges que le commun des mortels n'a pas. Je peux vous dire que quand vous êtes chef d'entreprise, avant de pouvoir générer le salaire que touche un député européen, il faut signer des contrats, il faut générer du cash. J'en sais quelque chose. Donc, en fait, ce mépris de classe vis-à-vis du français moyen, c'est quelque chose qui est inné à la Révolution. C'est dedans. La Révolution est faite par des avocats, elle est faite par même les sans-culottes, encore une fois, sont des bourgeois. J'avais fait le parallèle, d'ailleurs, entre les antifas, la jeune garde de Raphaël Arnaud. Quand vous voyez le profil sociologique de ces tueurs, en fait, ils sont tous des gosses de Bourges. C'est des fils de juges, voilà. Et donc, ce sont des gens qui viennent de milieux aisés. Mais si vous voulez, dans la France normale, la France catholique, si jamais vous êtes riche, si jamais vous êtes un bourgeois, il y a des bourgeois de droite, des bourgeois conservateurs. L'Évangile vous apprend que vous avez un devoir d'aider votre prochain, et qu'en plus tout ce que vous recevez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc, votre devoir, c'est d'aller aider les plus pauvres. C'est pareil dans l'islam, d'ailleurs. Votre devoir, c'est d'aller aider les plus pauvres. Donc, la richesse ne vous donne pas des droits, mais des devoirs. Et avec je dirais que la laïcité, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire que je pense aussi c'est un des écueils du protestantisme, c'est-à-dire que la richesse est un signe d'élection divine. Donc aujourd'hui, on a des gens qui ne croient plus en Dieu, mais qui considèrent qu'après tout, s'ils sont riches, c'est que forcément, ils sont meilleurs, plus intelligents que les autres. Et c'est devenu la référence suprême. Donc oui, je pense qu'elle considère, oui, qu'elle a le droit, parce que c'est elle, parce qu'elle est riche, parce qu'elle fait partie de l'élite, en tout cas de la classe dirigeante de la République, donc de traiter avec mépris le reste de la population française et d'en parler avec mépris, j'en suis persuadé. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, Xavier, j'aimerais qu'on traite un peu maintenant de ce que nous subissons, parce que je pense qu'il y a vraiment besoin d'une réinformation, là, pour le coup. Quand on allume la télé et que l'on se branche sur LCI ou BFM, d'ailleurs, BFM actuellement est au même niveau que LCI, sur le conflit ukrainien, eh bien, on nous explique... J'espère que vous êtes bien assis et que vous avez les oreilles grandes ouvertes. Bon, vous le savez de toute façon ce que je vais vous dire, mais bon, on va faire semblant de feindre la surprise. Que l'Ukraine est en train de gagner la guerre, hein, ça nous est expliqué. Ils ont déstabilisé la Russie. Poutine est extrêmement déstabilisé. Pensaient pas, même les commentateurs ne pensaient pas qu'une telle chose pourrait arriver. Et les Russes, maintenant, ont le sentiment et ont conscience qu'ils sont en guerre, comme le peuple ukrainien, parce qu'il y a des frappes dans la profondeur de drones, mais pas seulement de drones, aussi de missiles, voire de missiles balistiques. Donc, voilà un petit peu la situation telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, c'est-à-dire un Poutine acculé, qui n'en serait d'ailleurs que plus dangereux, parce que justement, il est acculé et qui donc il est peut-être à deux doigts de commettre l'irréparable. Ça nous est présenté un petit peu dans cet enchaînement logique dans les médias dits mainstream. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, cette analyse ?
pourquoi cette espèce de surenchère actuellement dans la propagande, et puis la réalité aussi de la situation. Je pense que c'est délibéré. Je pense que ça a commencé à partir du mois de mars, où on a commencé à nous faire croire que l'armée russe, non seulement n'avançait plus, mais reculait. Et donc, en changeant la ligne de front, à tel point qu'aujourd'hui, plus personne ne considère que la SW, donc de la famille Kagan, c'est-à-dire Victoria Nuland, qui est l'institut donc d'études de la guerre, qui est la référence, qui est un institut donc démocrate, belliciste, américain, donc qui est la référence de tous les médias occidentaux et les médias français évidemment, et le Deep State, qui est l'équivalent ukrainien. Donc aujourd'hui, plus personne ne les prend au sérieux. Plus personne. Moi, je suis de temps en temps le général Kempf, qui est en plus invité sur les plateaux, etc. Maintenant, il en arrive même à se moquer non seulement de l'ASW et de Deep State, et même des cartographes qui étaient plutôt orientés, qui même sont franchement pro-Kiev. Je crois il y en avait notamment Clément Molin, qui est un jeune, a dit qu'effectivement, on ne pouvait plus se référer à ces lignes de front, parce qu'à un moment ou à un autre, ceux qui croient et qui reproduisent ces mensonges vont perdre toute crédibilité. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que la plupart des intervenants sur les grandes chaînes ont déjà perdu pas mal leur crédibilité, mais là, en soutenant quelque chose qui est clairement faux, c'est-à-dire que l'Ukraine est en train de gagner la guerre alors qu'elle est en train de la perdre à grande vitesse, il y a des tas de gens qui sont prêts qui vont être décrédibilisés. Alors pourquoi le font-ils ? Il ne faut pas sous-estimer la bêtise et surestimer la méchanceté, comme disait Schweitzer. Mais je pense qu'il y en a aussi tout simplement qui sont payés. Il y a des gens qui se sont exposés à des moqueries sur Internet de manière qui vont d'ailleurs se prendre un revers de la médaille dans quelques semaines, mais qui l'ont fait parce que je pense qu'ils sont payés pour ça, je vous dis honnêtement. Moi, il y a des choses que moi je fais. Vous pouvez me donner de l'argent du monde, je ne veux pas passer pour un idiot. Il y en a qui ont besoin d'argent, visiblement. Et donc le lobby pro-Kiev a activé ses médias, a activé ses experts, entre guillemets, et donc le message apporté. Qu'est-ce que nous disait ce message ? Ce message nous expliquait que donc l'Ukraine avançait sur le terrain, ce qui est faux. Même moi, à un moment sur ma carte que je fais toutes les semaines, comme je n'étais pas certain, etc., j'ai reculé la ligne de front en faveur, à certains endroits, en faveur de l'Ukraine. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que je n'aurais pas dû le faire. Effectivement, Kiev, copiant ce qu'ont fait les Russes, a envoyé des unités infiltrées pour prendre des photos à certains endroits, et ensuite les a abandonnées. Et là, les Russes sont en train de tous les liquider. Mais finalement, ne tenaient pas le terrain. Donc, il y avait une très grosse zone grise d'une largeur qui pouvait atteindre jusqu'à 20 km, mais il n'y avait pas de progression de l'armée ukrainienne. Et surtout, même si à cet endroit-là, la Russie n'avançait plus parce qu'elle devait liquider ses groupes infiltrés, à d'autres endroits, elle avançait très fort et elle accumulait des forces. Et aujourd'hui, au moment où on explique que l'Ukraine est en train d'avancer, le ministère de la Défense russe devrait annoncer la prise de Konstantinovka, qui ouvre un espace opératif exceptionnel pour la Russie, pour en finir avec le bastion Slaviansk-Kramatorsk. Voilà, donc c'est-à-dire ça ouvre la route sud vers Kramatorsk. Et au même moment, les Russes sont en train de reprendre une ville qu'ils avaient prise puis perdue en 2022, qui est Krasny Liman, qui ouvre la même route opérative au nord du bastion Slaviansk-Kramatorsk. Et les Russes, plus au nord, sont en train de reprendre la ville de Kupiansk, qui est une ville majeure à l'est de la rivière Donetsk, dans la région de Kharkov. Au même moment, ils sont à 10 km de la ville de Soumy, qui à l'origine n'était même pas un objectif de l'opération militaire spéciale. Et ils ont pénétré dans les massifs forestiers au nord de Soumy, ce qui fait qu'ils sont protégés des drones et maintenant ils avancent vers la ville. Et dans le même temps, vous avez Vladimir Poutine qui vient d'expliquer qu'on connaissait les objectifs territoriaux de la Russie, donc les 4 régions plus la reconnaissance de la Crimée, qui vient d'expliquer qu'à cause de l'opération de Koursk, l'Ukraine paierait par des territoires la création d'une zone tampon par la Russie. Donc ça veut dire que ces zones dont l'armée russe est en train de s'emparer, je viens de parler de Soumy, dans la région de Kharkov où elle est en train d'avancer, ces zones-là vont rester russes. Alors, sous quel statut, je ne sais pas, mais finalement, l'avertissement qui avait été donné il y a dès 2024, 2025,
eh bien, vient de se concrétiser, c'est-à-dire qu'à vouloir forcer l'Ukraine à continuer, elle n'en sera que plus petite. Et si c'est vrai ce que dit le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Syrski, ça veut dire donc les Russes seraient en train de préparer quelque chose dans la région de Tchernigov, plus au nord encore. Donc ça veut dire que l'Ukraine est une peau de chagrin et que chaque jour où les Européens, puisqu'aujourd'hui ce sont eux, où ils poussent Kiev à continuer, ne fera que réduire la taille de l'Ukraine. La réalité, c'est ça. Sur le terrain, la Russie, je vous recommande de voir mon bulletin qui sera publié vendredi. Ces derniers jours, des prises de localité qui sont en plus, pour certaines, très importantes pour enfoncer les lignes de défense ukrainiennes, c'est tous les jours. Plusieurs localités tous les jours. Il y a 3 jours, c'était mardi, 5 localités importantes en 24 heures. Et le lendemain, encore 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la Russie, sur le terrain, est en train de gagner la guerre. Les frappes dans la profondeur, déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la DCA russe arrête la plupart de ses frappes dans la profondeur. Il y a quelques coups qui ont été assez heureux, notamment sur la raffinerie de Moscou, mais qui sont toujours plus impressionnants que le résultat en réalité. Et surtout que, après, quand on a analysé les images, on a vu que finalement, ce qui a fait exploser le réservoir, on voit le couvercle du réservoir qui vole, c'était un tir raté de la DCA russe. Donc, ça arrive côté ukrainien, ça arrive côté russe. C'est malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Mais ce que je veux dire, c'est que étant donné l'étendue du territoire, étant donné la DCA russe, qui est la meilleure au monde, et qui trouve des solutions petit à petit contre les drones, etc. Si vous voulez trouver des solutions, ça veut dire utiliser un système dont le coût correspond au coût de la fabrication du drone. Donc, en gros, si on vous envoie un drone de 15 000 $, de 20 000 $, eh bien, il faut que vous ayez un système anti-aérien qui coûte à peu près le même prix. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Si jamais on vous envoie un missile qui vaut un scalp qui vaut $1 million, il faut que vous ayez quelque chose. D'ailleurs, même les Russes font moins cher. Donc voilà. Et il y a aussi une chose, c'est que pareil, dans la guerre des drones, elle évolue sans arrêt. Je parle de la guerre des drones qui frappent dans la profondeur. Donc, petit à petit, de part et d'autre, on trouve des solutions. Aujourd'hui, les Russes sont en train de trouver des solutions pour ces drones qui volent lentement. Pour avoir des drones qui volent lentement et pas des missiles, il faut. Ce sont des catégories en dessous du missile, donc ils sont beaucoup plus lents. Donc plus facile à intercepter. Le seul problème, c'est qu'ils volent très bas, donc il faut trouver des systèmes qui vont permettre de les intercepter. Mais ça, les Russes sont en train de le faire. Et les derniers bombardements de masse de ces derniers jours ont donné très peu de résultats côté ukrainien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, si vous écoutez la propagande, en fait, là, il est question que les Ukrainiens fabriquent des missiles Scalp français sous licence, ce qu'ils sont incapables de faire. Mais en fait, ça veut tout simplement dire qu'avec l'argent que Nicolas qui paye va donner aux Ukrainiens, ils vont acheter des scalps fabriqués en France. Mais de toute manière, notre volume de fabrication est trop faible pour que ce soit critique pour les Russes. Et pour tirer un scalp, surtout, il faut avoir un avion. Et les avions, et donc les avions doivent tirer ces scalps largement en arrière pour pas se faire détruire par les Russes. Les Russes peuvent détruire des avions avec leurs missiles R-37M jusqu'à 300 km, au moins. Donc, en fait, il faut tirer le missile en étant largement à l'intérieur du territoire ukrainien, donc qui portera beaucoup moins. Donc, tout ça, c'est du baratin. Pour parler des choses concrètes, effectivement, les frappes qui ont eu lieu sur certaines raffineries ont accentué un problème dont j'ai parlé chaque année depuis 2023 même, c'est-à-dire que c'est la saison où il y a besoin de carburant dans toute la Russie pour les récoltes, pour les départs en vacances, etc. Donc évidemment, ça a accentué un problème. Pour une certaine catégorie de carburant, par exemple, la Russie n'a pas de problème de diesel, puisque 40% de sa production est exportée. Et pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction d'exportation du diesel. Hier, je suis allé faire le plein. Moi, j'ai un bon vieux 3 litres diesel Nissan. Et je suis allé faire le plein dans la station-service à côté de chez moi. Il n'y a pas de queue. Ce que Moreau vient de décrire sur les sanctions de l'Union européenne mérite qu'on s'y arrête. L'UE a inscrit cet homme sur liste noire en décembre 2025. Gelé ses avoirs, interdit ses voyages dans l'espace Schengen. Et en mai 2026, les Français de Russie et de Biélorussie l'ont élu conseiller consulaire avec une majorité nette, au point qu'il est devenu président du conseil consulaire. Ce vote a une signification
qui dépasse la personne de Moreau. Des électeurs français installés en Russie ont dit publiquement, à travers leur bulletin de vote, « Nous refusons que Paris décide de nos représentants sur la base de critères politiques. » C'est un signal de résistance institutionnelle que Libération et Mediapart ont d'ailleurs couvert en juin 2026, en se demandant comment un homme sanctionné avait pu être élu. Historiquement, les disqualifications politiques par décret ont toujours eu l'effet inverse de celui recherché. En 1940, Charles de Gaulle a été condamné par contumace à mort par le régime de Vichy. Résultat, il est devenu le symbole de la résistance française. La mécanique des sanctions produit souvent des martyrs politiques, pas des silences. Quand Moreau cite Colin Goya, le général Yakovlev, et Gérald Desportes comme des officiers de référence qui n'ont rien compris à la guerre la plus importante menée sur le sol européen depuis 1945. Il dit quelque chose de fondamental. Ces hommes ont formé des officiers pendant des années à l'école de guerre. Et ils se sont trompés sur toute la ligne depuis février 2022. Ce qui signifie que le problème n'est pas une erreur de jugement isolée. C'est une faillite doctrinale systémique. C'est la même faillite qu'en 1939, quand l'état-major français continuait à penser la guerre comme en 1918. Ce que les Russes ont compris, et que Moreau explique bien, c'est que la guerre de 2022 à 2026 a produit une révolution militaire comparable à l'apparition du char d'assaut en 1917. Les drones, les bombes planantes guidées à 60 km, les missiles hypersoniques à portée régionale, la guerre électronique de proximité. Ce n'est plus la guerre que l'OTAN s'est entraînée à mener. Et pendant ce temps, l'armée française investit dans un second porte-avions qu'elle n'aura pas avant 2040. Pendant que la Russie produit des obus en cadence industrielle et que ses drones Géranium couvrent 1000 km pour le prix d'un pneu de camion. Ce que propose Moreau pour la France, une neutralité armée sur le modèle suisse, renforcée par la dissuasion nucléaire, n'est pas une idée fantaisiste. C'est la politique gaullienne dans sa forme la plus cohérente. Rappelons les faits. En 1966, De Gaulle a sorti la France du commandement intégré de l'OTAN, tout en maintenant l'alliance politique. Il a établi des relations diplomatiques normalisées avec l'URSS, avec la Chine communiste, avec les pays arabes, et la France était écoutée partout. C'était pas de la faiblesse, c'était de la puissance souveraine. Aujourd'hui, la France a perdu son influence en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Elle a perdu sa crédibilité comme médiateur au Moyen-Orient. Elle est perçue en Russie, en Chine et dans une grande partie du Sud global comme un simple sous-traitant de Washington. Et ça, ce n'est pas une thèse de Moreau. C'est une réalité documentée par les propres rapports du Quai d'Orsay. La question sénatoriale qu'il soulève est donc légitime. Si demain un sénateur des Français de l'étranger porte cette voix au Palais du Luxembourg, est-ce que quelque chose changera? Sûrement pas immédiatement, mais la présence dans l'hémicycle d'une voix qui dit publiquement que la France doit sortir de l'OTAN et redevenir une puissance d'équilibre, ça change la nature du débat. Sur les questions sociétales que Moreau aborde, l'euthanasie, l'avortement, la démographie, il y a une cohérence dans sa pensée qu'on peut ne pas partager sur tous les points, mais qui mérite d'être entendue. Ce qui est factuel, et que Moreau mentionne, c'est l'exemple russe. La Russie a effectivement mis en place des politiques natalistes actives depuis 10 ans. Le taux d'avortement y a baissé de manière significative, non pas par contrainte, mais par incitation financière, par mesure d'accompagnement, par changement culturel progressif, ce qui signifie qu'il est possible de modifier des comportements démographiques sans prohibition brutale. Le parallèle qu'il fait avec la Révolution française et l'invention du totalitarisme, c'est un argument historique discutable sur la forme, mais qui pointe vers une réalité que les historiens sérieux reconnaissent. La terreur de 1793 et 1794 a produit des mécanismes de contrôle politique par la peur qui ont préfiguré les totalitarismes du XXe siècle. C'est aussi la thèse de Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme. Continuons. Parce qu'il y a du diesel.
Voilà, parce qu'elle fait que du diesel. Donc, en revanche, c'est vrai que quand vous allez faire le plein d'essence à Moscou, vous faites la queue et ça peut durer très longtemps pour de l'essence. Mais le prix est le même, le prix n'a pas augmenté. Il y a de l'essence, mais simplement, il y a un véritable problème de logistique. Et c'est là où les Russes doivent améliorer parce que les Ukrainiens avaient réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'à mettre en place des systèmes logistiques pour l'essence qui leur permettaient de distribuer de manière assez intelligente avec les approvisionnements qui viennent maintenant essentiellement d'Europe. Donc ça, les Russes doivent le faire, sachant que le pays est beaucoup plus grand. Et le problème, évidemment, ça exaspère les Russes, mais c'est pas un problème critique qui va être résolu, je pense, dans les semaines qui viennent. Et encore une fois, je veux dire, pour le diesel, moi, je ne fais pas la queue pour faire le plein de ma voiture. Donc voilà. Et surtout, ce qui se passe aussi, c'est que le gouvernement russe veut éviter la spéculation. Parce qu'évidemment, il y a des petits malins qui ont commencé à aller faire le plein, charger des jerrycans et qui après vont vendre le pétrole, l'essence, 2 fois plus cher. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit être contrôlé. Là, les autorités s'en occupent. Et également, le vice-premier ministre chargé des questions énergétiques, Novak, a dit que la Russie se réservait la possibilité d'acheter du carburant, par exemple à l'Inde. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Et d'arrêter l'exportation du diesel, si jamais il y avait une spéculation sur le diesel. Mais pour vous dire, c'est que pour l'instant, la Russie est excédentaire en diesel et elle est même un gros exportateur. Et il faut voir aussi une chose, c'est que la Russie, à la base, elle exporte même de l'essence 95. Donc si jamais elle ne peut pas le faire, si elle doit en importer, ça va créer un manque sur le marché. Et à la fin, ça va retomber sur les pays qui ne produisent pas de pétrole, pas de carburant, ou pas assez, c'est-à-dire l'Europe. C'est-à-dire à la fin, ce sera Nicolas, Helmut et Giuseppe qui vont payer. C'est ce qui va se passer. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que ça provoque chez les Russes ? Chez les Russes, effectivement, ça provoque une exaspération. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Que la guerre soit finie plus rapidement, mais victorieuse. Donc, et que Poutine frappe plus fort. C'est tout ce que ça va provoquer. Et ce qu'on va peut-être observer au mois de septembre, au moment des élections parlementaires, c'est la montée des partis qui sont beaucoup plus durs que Poutine, comme les nationalistes du LDPR, les communistes, qui sont aussi sur une voie plus brutale. Voilà, c'est peut-être ce que ça va donner. Mais ça ne va pas amener les Russes à capituler. On n'est pas en 1917. Et même en 1917, il y a eu un écroulement, notamment à cause de la propagande des bolcheviks sur la ligne de front, des soviets de soldats, etc. Mais même après les journées de février, la Russie a encore tenu jusqu'en octobre. Et en octobre, ils ont commencé les négociations. Et immédiatement avec les Allemands. Et encore, il a fallu attendre début 1918 pour que ça donne. Donc, les Russes sont un peuple extrêmement fort, extrêmement résilient. Et je suis désolé, vous allez vous promener à Moscou, la guerre, vous la voyez toujours pas. Il y a eu effectivement des drones qui sont tombés il y a 10 jours. Bon, voilà. Mais de nouveau, la guerre, vous la voyez pas. Et cela dit, encore une fois, les Russes savent qu'il y a la guerre. C'est pas la même chose à Moscou qu'à Belgorod ou à Donetsk, évidemment. Mais les Russes le savent. Et il y a une fatigue de la guerre. C'était très bien expliqué par un psychologue russe il n'y a pas très longtemps. Qui disait qu'en fait, tant que vous êtes en guerre, vous êtes en pause. Et c'est-à-dire que c'est très dur de vous projeter vous et vos enfants, etc. Parce que vous dites qu'on est dans une situation exceptionnelle et vous voulez qu'elle s'arrête avant de passer à autre chose. Donc effectivement, il y a une fatigue de la guerre, mais pas une fatigue qui poussera la population russe à manifester pour demander la capitulation, surtout que les Russes sont en train de gagner, encore une fois. Et ça se voit très concrètement. Les villes tombent une à une, la ligne de front, elle bouge. Il y a aussi un aspect que vous ne voyez pas en Europe, c'est que les Russes aussi font des frappes dans la profondeur. Ouais. On voit peu d'images parce qu'en Russie, si jamais, par exemple, vous publiez un départ de missiles antiaériens, vous avez une amende. En Ukraine, ou si vous publiez une photo des dégâts, significatifs d'un site qui a été touché, vous avez une amende. Vous pouvez avoir une amende. En Ukraine, c'est de la prison. Donc, en fait, vous n'avez aucune vidéo de ce qui se passe en Ukraine, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Et les frappes russes sont quotidiennes et dévastatrices.
l'électricité est coupée à Kiev au moment où je vous parle. Il y a eu encore des frappes toute la nuit dans Kiev. Les gens vont s'abriter dans le métro. Donc la situation en Ukraine, pour ce qui est des frappes dans la profondeur, est bien pire. C'est même pas comparable à ce qui se passe en Russie. Il n'y a plus de station-service entre la ville de Kharkov et la ville de Dniepropetrovsk. Si vous prenez votre voiture pour aller par exemple, à Kharkov, c'est un one-way ticket. Vous voyez, c'est un ticket aller et il n'y aura pas de retour parce qu'il n'y a plus d'essence à Kharkov. Le peu qu'il y a, c'est réservé pour les militaires. Donc il y a une destruction systématique de tout le système logistique. Les locomotives, les Russes détruisent les locomotives puisque c'est les moyens logistiques idéal. Et tout le système, quasiment tout le système ferroviaire ukrainien était électrique. Et donc les Russes détruisent une à une toutes les locomotives diesel. Et ça marche. Et nous, on ne peut pas leur fournir, les Français et les Allemands ne peuvent pas fournir de locomotives diesel parce que l'écartement des rails, comme en 1941, n'est pas le même. Donc voilà. Donc encore une fois, moi je pense que on peut arriver à une fin des hostilités, des combats, pas forcément un traité, mais à l'automne. Ça va dépendre de si l'offensive, donc l'offensive de printemps, on peut estimer qu'elle s'est arrêtée. Aujourd'hui, c'est l'offensive d'été qui a démarré. Si l'offensive d'été donne les résultats que je pense qu'elle peut donner, je pense que Kiev n'aura d'autre choix. Les Russes déjà pourront accepter un cessez-le-feu en disant OK, après tout, Poutine l'a rappelé, l'objectif numéro 1, c'est de libérer le Donbass. Donc cessez-le-feu sur la ligne de front. De toute manière, on a libéré le Donbass. Nos objectifs de 2022 ont été atteints, les objectifs initiaux, la libération du Donbass. Et ça enverra un message à toute la population ukrainienne, à toute la population même européenne, en disant attendez, finalement là, les Russes, ils ont atteint leurs objectifs initiaux, le Donbass. Ils tiennent encore, en plus du Donbass et de la Crimée, ils tiennent encore je sais pas, 20 000, sans doute plus, après, d'ici là, 20 000 km² qu'ils vont garder. Mais ils sont d'accord pour un cessez-le-feu, mais ça veut dire qu'on a fait n'importe quoi. Ça veut dire que si on avait laissé Zelensky signer en avril 2022, il n'y aurait pas eu des centaines de milliers de morts des deux côtés, et il n'y aurait pas eu... et quoi qu'il arrive, les Russes ont pris le Donbass. Et la réalité, c'est ça. Donc c'est extrêmement important. Ce qui est en train de se passer, l'offensive, si jamais les Russes arrivent à encercler le Donbass, même pas forcément à prendre physiquement, mais à l'encercler et faire en sorte que les troupes ukrainiennes, comme d'habitude, se soient laissées encercler. Je pense qu'on peut arriver à une trêve. Voilà ce que je pense. Et donc tout ce qui est raconté en Europe est faux. Mais je pense que le bobard va éclater bientôt. L'annonce par les Russes de la prise de Konstantinovka, de Krasny Liman, de Kupiansk, d'Orehovo, j'oubliais Orehovo, donc qui sont des nœuds extrêmement importants. Slaviansk Kramatorsk, c'est l'ultime ligne de défense qui a été construite depuis 2014. Donc c'est un travail énorme qui a été fait. Et donc si ces bastions-là tombent, ça va être dur d'expliquer que les Russes reculent. C'est assez grotesque même. C'est évident. Avant de vous reposer encore une question sur ce sujet, Xavier, je remercie et aussi un message pour vous. Je remercie Edwige Deuf pour son don, le don pour le super autocollant. Merci Edwige. Je remercie aussi Jomel Dredd pour son don de 5 €. Merci à lui. Et puis alors, 50 €, c'est un super chat. Donc je vais lire tout de suite le message de Malik. Bonjour les souverainistes, les chrétiens tradis, les islamo-droitistes se cherchent un leader non gangréné par la politique politicienne française. Monsieur Moreau serait le profil idéal. Il doit y penser sérieusement. Courage, on les aura. Courage, on les aura. Voilà. C'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai aussi un mug, on les aura. Voilà. Mon effigie, GPTV, on les aura. Ça fait partie des mugs GP aussi. Alors, Comme à Verdun. Comme à Ils Verdun, ne passeront pas.
C'est ça, ils ne passeront pas. Xavier Moreau, alors est-ce qu'il y a quand même dans les entourages de Poutine des personnes suffisamment radicales pour dire il faut frapper maintenant plus durement? Alors il y a évidemment deux éléments qui reviennent, même si beaucoup disent que Poutine ne tombera jamais dans ce piège. Il y a le premier qui est que il faudrait frapper les bases de l'OTAN en Europe ou les usines qui fabriquent par exemple drones ou missiles pour le compte des Ukrainiens. Il y a ceux qui diraient, en tout cas ce sont des éléments qui reviennent parfois, qu'il faudrait frapper nucléairement aussi par du nucléaire tactique l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de ces analyses? Est-ce que vous pensez que Poutine veut rester sur sa ligne parce qu'il ne veut pas offrir, par exemple, aux Européens la possibilité et aux dirigeants européens de tirer prétexte de frappe, par exemple, en Europe pour finalement verrouiller un petit peu plus le système? On sait avoir des dirigeants extrêmement impopulaires, c'est le cas de Merz, c'est le cas de Macron, par exemple, c'était le cas de Starmer, et peut-être trouverait-il quelque intérêt politique intérieur pour ne plus se soumettre aux élections qu'un début d'engagement d'hostilité avec une sorte de drôle de guerre entre la Russie et l'Europe. Alors voilà un peu la globalité de la question, si j'ose dire. Oui, je pense que Vladimir Poutine a agi avec beaucoup de retenue depuis le début pour éviter effectivement que la guerre se répande ailleurs qu'en Ukraine, pardon. Et que évidemment l'OTAN et l'Ukraine ont eu depuis le début l'envie inverse. On le voit avec les menaces sur la Biélorussie et le fait de nous faire croire que les Russes ont envie d'envahir les pays baltes pour que Ivan paye à la place de Nicolas. En gros, c'est ça, puisque c'est ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les Russes envahiraient les pays baltes? Il y a certes des minorités russes qui sont d'ailleurs persécutées du point de vue linguistique, etc. Mais ça fait déjà plus de 20 ans. Et de toute manière, ceux à qui ça ne plaît pas, ils n'ont qu'à venir en Russie. Donc, il n'y a rien dans les pays baltes. Il n'y a rien d'intéressant. La Russie a reconstruit complètement son accès à la mer Baltique avec des ports gigantesques qui contournent les pays baltes. La Biélorussie, aujourd'hui, exporte. Depuis qu'on lui a mis des sanctions, la Biélorussie a réorganisé son fret et par voie ferrée, et ils utilisent également les ports russes. Donc évidemment que les Russes n'ont aucun intérêt à entraîner les Européens dans une guerre qui justifierait toute la propagande occidentale depuis même bien avant l'opération militaire spéciale. Voilà. Ensuite, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Voilà, faut le dire. Même une frappe nucléaire tactique sur quoi? Ok, on va dire pas sur qui. Déjà, les Russes ne raseront pas des villes russes. Kiev est une ville russe. L'arrière-grand-père de Piotr Tolstoï était maire de Kiev. Donc, ils vont pas raser une ville qui est considérée comme la mère de la Russie. Le père étant Veliki Novgorod en Russie. Il faut le rappeler aussi. Les Rurikides viennent de Russie centrale, de Grande Russie. Donc ils vont pas faire ça. Ils se sont pas retenus pendant 4 ans et demi pour tout d'un coup, pardonnez-moi l'expression, péter un plomb et balancer un missile nucléaire. Et même sur le VOF, c'est ce que je disais, c'est là où on voit la grandeur de Vladimir Poutine, c'est que les Russes ont moyen de raser n'importe quelle ville ukrainienne, n'importe laquelle, voilà. de faire du Gaza. Voilà. Et s'il le faisait sur une ville on va dire de la région qui est le cœur du bandérisme, c'est-à-dire la Galicie, la Volhynie, des villes comme Lvov, des villes comme Ivano-Frankovsk, qui sont en plus Ivano-Frankovsk, le maire est de Svoboda, c'est un maire nazi, pour simplifier. En Russie, personne ne le reprocherait, Vladimir Poutine, de raser, mais il ne le fera pas, parce que malgré tout, il y a des innocents dans cette ville, et c'est pas ce que Poutine veut faire. Et surtout je pense qu'il veut mettre aussi les Occidentaux face à ce qu'ils sont réellement. Les frappes délibérées de Starobelsk sur 21 adolescents sur un dortoir, les frappes délibérées qui ont donné lieu à une réunion du Conseil de sécurité sur des juniors joueurs de foot biélorusses. Tout ça, ça renvoie
la réalité de ce qu'est l'Occident dégénéré. Et Poutine ne va pas descendre à ce niveau-là. Et je pense que d'ailleurs même les gens qui appellent à des frappes, etc., en fait, côté russe notamment, ne sont pas vraiment sérieux. Je pense que notamment quelqu'un comme Dimitri Medvedev le fait pour porter la voix de ceux qui sont en colère. Comme le fait Vladimir Solovyov, que j'ai interviewé pour GPTV, c'est la question que je lui ai posée. Et comme l'a fait Ramzan Kadyrov au début du conflit. C'est-à-dire tenir une voix parce qu'effectivement, et c'est ce que provoquent en fait les frappes sur le territoire russe, c'est-à-dire que les Russes sont en colère et veulent allez, on y va, quoi. Et en se disant, si on rase Kiev, ils vont faire la paix. Non, ils feront pas la paix si on rase Kiev. Au contraire. Et surtout, il faut aussi se projeter dans l'avenir, dans l'après-guerre. Que verront les Ukrainiens une fois que la dictature du régime de Kiev aura été abolie? Ils vont dire, en fait, les Russes ont été avec une retenue colossale. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder Gaza depuis le 7 octobre 2023 et Kiev depuis le 24 février 2022. On voit bien qu'on est dans deux civilisations différentes, que l'approche vis-à-vis de la vie humaine n'est pas la même de ces deux civilisations. Et l'Occident est du côté de Netanyahou. Le modèle, voilà. Les frappes délibérées sur des civils pour faire une politique de terreur, c'est ça. Et la Russie fait le contraire. Et donc, et je veux dire, encore une fois, ça n'apportera rien militairement. C'est aussi ça, j'en avais déjà parlé, c'était plus sur Divergence politique ou chez vous, mais c'est un thème sur lequel je suis souvent revenu. L'état-major russe qui fait la guerre contrôle tout. Depuis l'unité d'assaut qui donne précisément l'assaut sur la ligne de front, jusqu'aux frappes dans la plus grande des profondeurs pour empêcher les livraisons à Odessa ou par l'ouest de l'Ukraine qui viennent d'Europe. Tout est cohérent, tout est coordonné. Alors qu'en fait, ce que vous voyez du côté ukrainien, c'est qu'on a d'un côté le général Syrski qui mène la guerre sur le front, comme il peut, en sacrifiant des unités entières juste pour obtenir quelques victoires médiatiques, pour aller planter un drapeau et ensuite se faire massacrer, qui donne toujours l'ordre trop tard d'abandonner, par exemple, on va assister une fois de plus à Konstantinovka, au fait que des unités vont rester coincées, comme à Pakrovsk, comme dans des tas de patelins, parce que l'ordre de retrait était donné trop tard, parce que c'est pas médiatique. Et vous avez de l'autre côté un état-major qui fait la guerre à la Russie dans la profondeur, qui est vraisemblablement dirigé par les Anglais, l'Angleterre, et par le MI6. Le MI6, ça m'a été confirmé par quelques amis anglais, le MI6 décide de sa propre politique étrangère. C'est pour ça qu'ils peuvent changer de Premier ministre, même si Nigel Farage arrivait au pouvoir, ça ne changera rien. C'est pas lui qui va décider la politique étrangère de l'Angleterre, c'est la City, c'est le MI6. Voilà. Donc c'est l'État dans l'État en fait. Et donc c'est eux qui dirigent. Et donc eux cherchent à faire basculer la population russe par des frappes dans la profondeur. Ça, je vous dis, ça va échouer par des actes terroristes. L'opération, par exemple, je pense que j'avais bien analysé l'opération de Koursk qui a d'août 2024, qui est un immense fiasco qui a coûté très cher en ressources, y compris humaines à l'Ukraine, qui fait que maintenant il va y avoir une zone tampon à l'intérieur du territoire ukrainien. C'était un projet MI6 CIA. Le but, c'était de faire un bond de 50 km, de s'emparer d'une centrale nucléaire et de prendre cette centrale nucléaire en otage pour essayer, voilà, pour créer une crise stratégique. Voilà. Et le problème, c'est que quand ça a échoué, puisque en fait, il fallait faire 50 km, ils en ont fait 20. Et puis là, les Russes ont contre-attaqué, ils ont reculé de presque 10 km. Là, il fallait prendre la décision de repartir. C'était raté. Et c'est là où l'effet médiatique a joué, où Zelensky a dit non, il faut qu'on reste, sinon on va passer pour des idiots. Donc ils sont restés et ils se sont pris une énorme défaite. Hein. Depuis l'échec de l'offensive magique de l'été 2023, l'Ukraine enchaîne des défaites monstrueuses. Alors, moins monstrueuses, moins spectaculaires que ce qu'on a vu en 2022, hein, où les Russes font 100 km en 9 jours et s'emparent de la ville de Kherson, par exemple, ou s'emparent de Mariupol en 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc, c'est moins spectaculaire, mais c'est là, ce à quoi on est en train d'assister là, la chute simultanée
Krasny Liman, Konstantinovka, c'est remarquable. Remarquable. Donc, voilà un peu pour résumer la situation. Il y a d'autres aussi ne comprennent pas, par exemple, pourquoi la Russie ne cible pas, comme peuvent le faire les anglo-saxons ou les Israéliens, la tête par des frappes de décapitation. Alors on nous dit il ne faut pas tuer Zelensky parce qu'au moins on sait à qui on a affaire, mais quand on pense à des gens comme Boudanov ou justement à ceux qui sont d'authentiques nazis au sein de la tête et de la direction ukrainienne, certains reprochent en tout cas ne comprennent pas pourquoi la Russie ne va pas les cibler, parce que ce serait aussi un moyen de s'en débarrasser, et ce serait de salubrité publique. Alors, comme sur Zelensky, on a eu la réponse de Poutine il y a 1 an. Il avait donné une interview dans sa voiture, je me souviens. Il avait dit Zelensky est toxique pour son régime et pour l'armée. Il leur fait faire n'importe quoi, un peu ce que je viens de décrire, notamment les opérations médiatiques, les offensives TikTok. Donc, pourquoi s'en priver? C'est ce que disait Napoléon, ne jamais interrompre un ennemi qui est en train de commettre une erreur. Et donc Zelensky est très bien pour les Russes, très très bien. Pour ce qui est des gens comme Boudanov, donc qui sont derrière en plus les opérations terroristes sur le sol russe, comme vraisemblablement le CTO, là, le salle de spectacle qui avait été victime d'un acte terroriste il y a 2 ans et demi, eh bien, je pense que déjà, c'est pas si facile que ça. Ce sont des gens qui sont extrêmement protégés. Ouais. Et ensuite, est-ce que ça va changer quelque chose? Quand vous regardez le nombre de tarés avec lesquels Zelensky est en train de coopérer, hein, ce qu'il a fait pour notamment le terroriste Melnik de la Seconde Guerre mondiale, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, appelée Oupa des unités de l'armée ukrainienne, célébration de l'Oupa, tout ça, c'est pour se mettre bien avec ces gens-là. Et ces gens-là, il y en a plein. Donc, vous pouvez en tuer 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marchera pas. De la même manière que les frappes sur le Hamas, les frappes sur le Hezbollah et les frappes sur l'Iran n'ont absolument pas marché. Et quelquefois même, c'est contre-productif parce que si à la place de Zelensky, on a quelqu'un qui n'est pas, pardonnez-moi, un drogué psychopathe comme lui, on a tout d'un coup quelqu'un déterminé, sobre, ce sera bien plus dur à gérer. Donc, encore une fois, l'équipe là qui dirige Kiev est en échec majeur. La réalité, c'est ça. Donc, pourquoi en changer? Il n'y a pas de... Même le général Syrski est considéré, y compris par les Ukrainiens, comme un boucher. Il y a de gros problèmes au sein de l'armée ukrainienne. Il y a un scandale qui est aujourd'hui sous investigation en Ukraine, la fameuse brigade Skala, où des tortures ont été faites contre des mobilisés, etc., etc. Donc, pourquoi vous voulez arrêter tout ça? Au contraire, il faut que ça continue. Et si tout d'un coup vous avez un général qui arrive à convaincre Zelensky qu'il faut manœuvrer et reculer, un peu ce que le général Model a fait avec Hitler à la fin de l'opération Bagration, il va arrêter là, il dit bon non, maintenant faut reculer, il faut se mettre en défense, etc. On arrête les villes bastions, un peu ce que fait Kiev d'ailleurs, les villes bastions. Kiev a reproduit. Et l'OTAN reproduit une quantité d'erreurs de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est assez impressionnant. Les Festungplatz, les Festplatz, les villes transformées en bastions qu'on ne rendra sous aucun prétexte, on se battra jusqu'au dernier, donc qui permettent des encerclements, des pertes monstrueuses, alors que c'est celui qui attaque qui doit avoir plus de pertes. Surtout que les Russes, ça j'en ai pas parlé, mais ont une supériorité totale sur les bombes planantes. Ils peuvent délivrer des bombes jusqu'à 3 tonnes. Jusqu'à 150 km qui leur coûtent rien, juste le fait de faire décoller l'avion. Donc en fait, il n'y a pas de raison de changer le staff. Encore une fois, vous risquez d'avoir ce que les Américains ont obtenu en Iran. C'est-à-dire, c'est le fils de l'Ayatollah Khamenei qui a vu non seulement son père, mais sa mère, sa femme, je crois, son enfant mourir, qui est plus jeune, plus déterminé, sans doute plus au courant de la modernité de la guerre. Et c'est pareil pour le Hezbollah. Je le cite souvent, moi j'étais au Liban il y a 30 ans, je servais au Liban dans la finule. À l'époque, Hassan Nasrallah était déjà le patron. C'était à 30 ans. Donc c'est toujours le même depuis 30 ans. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais chef, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on a eu avec l'assassinat de Hassan Nasrallah?
un renouvellement de l'élite. Et donc maintenant, vous avez des jeunes déterminés au courant de la guerre moderne. Et quand vous voyez ce que le Hezbollah fait subir à Tsahal dans le sud Liban, je ne sais pas si ça a vraiment été une bonne idée d'assassiner Hassan Nasrallah. Est-ce que Hassan Nasrallah et son équipe auraient été capables d'aussi bien organiser la contre-attaque du Hezbollah? J'en suis pas persuadé. Et il y a 30 ans, en revanche, c'est déjà à l'époque, le Hezbollah en faisait voir de toutes les couleurs à Tsahal. Donc, parce qu'il y avait une zone d'occupation de 20 km à l'intérieur du territoire libanais. Mais Hassan Nasrallah était un jeune chef et il innovait et il faisait vivre un enfer à Tsahal avec les missiles anti-chars qu'ils arrivaient à tirer au-delà de la portée théorique du missile filoguidé. C'était quand même impressionnant. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je n'imagine pas. Et surtout, maintenant, encore une fois, la fin de la guerre, pour moi, elle approche. Elle approche, donc c'est pas le moment de gâcher cet effort qui a été fait de maintenir, de circonvenir la guerre au territoire ukrainien. Et en plus, c'est exactement ce que veulent les adversaires. C'est vraiment Macron qui rêve d'instaurer une dictature pour de vrai. Enfin, on est déjà en dictature, mais il y a des niveaux dans la dictature, si vous voulez. Mais qui rêverait de pouvoir précisément mettre en place des lois comme la loi Nunes-Retailleau. Macron qui rêve de ça. Si jamais la Russie commence à balancer un Oreshnik sur nos usines d'armement à Bourges, c'est la fin, quoi. Là, pour Macron, c'est le cadeau du ciel. Donc Poutine ne le fera pas parce qu'il n'en a pas besoin, c'est immoral et ce serait contre-productif. Dernière question, Xavier, sur le risque à la fois là, en l'occurrence, d'escalade, non pas du fait des frappes dans la profondeur sur le territoire russe, mais un point chaud et éventuellement un risque. Le point chaud, c'est les pays baltes, les mesures, je dirais, de persécution vis-à-vis des minorités russophones, les tensions dans la Baltique, la flotte dite fantôme pourchassés par les anglo-français. Est-ce que ça risque à terme, peut-être pas la flotte, mais en tous les cas, en tout cas ce qui se passe dans la Baltique, il y a un risque là pour le coup, et les pays baltes d'escalade. On attend des manœuvres franco-polonaises, prochainement d'ailleurs, nucléaires, dans cette zone sur la Pologne du Nord. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est quid de questions que je vous ai souvent posées sur le risque d'attaque sous faux drapeau. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que le risque est toujours aussi important? Bombe sale, frappe sur une centrale nucléaire russe ou d'ailleurs ukrainienne en faisant accuser les Russes. Est-ce que c'est des choses dont on parle encore en Russie aujourd'hui? Je pense que, notamment quand vous avez une structure comme la MI6 qui est derrière les opérations donc dans la profondeur du territoire russe, que ce soit des tirs de missiles ou des actes terroristes, tout doit être envisagé. Donc, on ne peut pas l'exclure. Sachant que tout de même qu'une frappe sur une infrastructure nucléaire, ça aura des conséquences pas seulement pour le pays où ça a lieu, mais également pour ses voisins. C'est pour ça qu'accuser les Russes d'envoyer une bombe sur Tchernobyl, c'est de vouloir attaquer Tchernobyl, alors que le principal allié de la Russie dans la zone, c'est la Biélorussie, qui serait un des pays immédiatement touchés, comme Tchernobyl. Tchernobyl a beaucoup touché la Biélorussie. C'est pas sérieux. On peut rien exclure. Encore une fois, c'était Youssef Indy qui disait ça dans mon émission ici Moscou la semaine dernière. On a souvent dit, et c'est vrai, la guerre actuelle, l'opération militaire spéciale est existentielle pour la Russie, mais aujourd'hui où la Russie est certaine de l'emporter, aujourd'hui c'est une guerre qui est devenue existentielle pour de nombreux régimes en Europe. Le régime allemand de Merz, le régime de Macron et le régime anglais. Et donc effectivement, cette défaite militaire pourrait avoir de graves conséquences politiques. Si par exemple la défaite militaire, donc qui sera celle de Kiev mais également de l'OTAN, est actée, c'est quelque chose qui va avoir un impact dans la campagne présidentielle en France, par exemple. Et quelqu'un comme Mélenchon, qui est le seul, et ça me fait mal de le dire encore une fois, avoir le courage de dire qu'il s'il arrive, il est président, il sort de l'OTAN,
il va pouvoir mettre ça dans la gueule, pardonnez-moi l'expression, de tous les gens avec qui il va débattre, en disant, vous avez vu, à cause de l'OTAN, on est rentré en guerre, on était co-belligérants contre la Russie, et donc à cause de nous, l'Ukraine qui aurait dû conserver son intégrité territoriale va encore perdre plus de territoire. Ça, il va pouvoir le balancer à n'importe qui. À Jordan Bardella, dont l'horizon se limite aux pays baltes. Hein. Vous l'écoutez, c'est oui, on fait des manœuvres avec les pays baltes ou avec la Pologne même. Mais ce qui est dur, ça aussi, c'est quelque chose, c'est extrêmement grave parce que ce sont des pays dangereux. Mais les pays baltes sont agressifs. Il y a une espèce de revanchisme qui est assez étrange d'ailleurs, parce que les Russes ont plutôt été sympas avec eux, notamment à l'époque soviétique, en construisant de toutes pièces une industrie qui n'existait pas, en construisant une centrale nucléaire que l'UE a fermée en 2009. Donc, mais avec des espèces de rêves de grandeur totalement délirants, comme la Finlande qui rêve de prendre la Carélie qui lui a jamais appartenu. Et on a ça également du côté de la Pologne. Donc des manœuvres nucléaires, donc qui donnent finalement qui encouragent ces pays-là dans leur agressivité contre la Russie et la Biélorussie. La Pologne, c'est ouvertement qu'elle a envie de s'emparer de la Biélorussie. Vous avez le ministre des Affaires étrangères lituanien qui dit publiquement qu'il veut attaquer Kaliningrad. Vous avez l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre polonaise, il est mort depuis, qui il y a 2 ans avait dit la même chose. J'avais cité dans mon émission Échiquier mondial sur la Pologne, qui a dit la même chose, d'accord, qu'il fallait que les Polonais prennent Kaliningrad. Donc, quand la France fait des manœuvres avec des armes nucléaires, avec des pays comme ça les pousse dans leur agressivité et pour la Pologne, dans leur revanchisme. Pour la Pologne, c'est vraiment du revanchisme. C'est l'initiative des 3 mers qui est un réchauffé de la République des 2 mers de Sikorski, qui est soi-même essayer de reconstruire l'empire polonais tel qu'il existait au XVIe siècle et première moitié du XVIIe. Et donc en fait, ces agissements, ces encouragements qui sont le fait de Macron, encouragé par le RN et par tous les autres candidats, or, il faut le dire, Jean-Luc Mélenchon, et les petits candidats souverainistes, mais malheureusement, ils n'ont pas la taille critique pour l'instant, hein, Florian Philippot, François Asselineau et Dupont-Aignan, eh bien, malheureusement, c'est encourager ces pays dans leur folie. Et donc voilà. Mais je pense que ça n'ira pas plus loin que ça, parce que malgré tout, on peut peut-être conclure là-dessus, mais la guerre, c'est quand même des hommes. Il faut des gens qui soient capables de faire la guerre et de bien la faire, jeunes, sportifs, motivés. Comme je dis souvent, pour défendre la patrie, la France fournira toujours. Je vois très bien dans mon milieu mes amis qui ont mon âge, qui ont fait des enfants, qui ont maintenant des petits-enfants, etc. Ils les élèvent dans le patriotisme, dans l'amour de Dieu et de la patrie. Donc, si jamais la France était attaquée, elle trouverait chez les fils de France de quoi la défendre. J'en en ai aucun doute. Et je pense même que certains de mes fils prendront leur billet Moscou-Paris pour participer à la défense de la patrie. J'en suis même certain. Enfin, ils sont un peu jeunes encore aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, on verra quand ils seront majeurs. Mais et moi, je ferai le voyage aussi. Pour défendre la patrie, vous trouverez toujours des gens pour protéger la France. En revanche, ces mêmes gens qui sont prêts à mourir pour la patrie n'iront pas mourir pour Emmanuel Macron et Zelensky et Jean-Noël Barrot dans la steppe ukrainienne. Et c'est pareil en Allemagne. Il y a eu l'information est sortie de la presse allemande il y a une semaine. J'en ai parlé dans mon dernier bulletin. Et ils ont voulu lancer également une espèce de service militaire volontaire. Il y a eu 1500 volontaires et 593 qui étaient aptes physiquement. Donc, si vous voulez, pour attaquer la Russie, il va falloir quand même faire au moins aussi bien qu'en 1941. Ils étaient 3,5 millions, si je me souviens bien. Donc le compte n'y est pas. Et donc, il n'y a pas de soldats en Europe pour aller attaquer la Russie ou la Biélorussie. La réalité, c'est ça. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs il n'y a pas très longtemps Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, il y a le pouvoir pacificateur de l'atome, la vertu pacificatrice de l'atome, comme disait le général Lucien Poirier, un des théoriciens de notre arme nucléaire. Et ce qui fait que le problème, c'est que c'est une chose de fournir des armes à l'Ukraine, mais d'attaquer directement la Biélorussie qui est sous parapluie nucléaire, c'est se mettre à la merci d'une bombe nucléaire. Si Varsovie attaque la Biélorussie,
ils pourraient se prendre une bombe nucléaire. Voilà. Donc, ils n'iront pas, je pense, pour ça également. Donc, c'est pour ça que tout le jeu, c'était de provoquer une déstabilisation en interne de la Biélorussie. Et c'est pour ça qu'ils utilisent, pareil, Zelensky comme bélier pour essayer de provoquer la Biélorussie, pardon, pour qu'elle rentre en guerre d'elle-même. Donc voilà. Donc on est, on a un acteur qui est très rationnel, qui est l'acteur russe et d'ailleurs biélorusse aussi. Et en revanche, oui, on a des acteurs irrationnels, mais qui, heureusement, n'ont pas les moyens. Sans l'arme nucléaire, en effet, comme le rappelait Peskov, on serait déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Mais il y a l'arme nucléaire. Donc la France ne rentrera pas en guerre, l'Allemagne ne rentrera pas en guerre, et également aussi parce qu'elle n'a pas de soldats à envoyer. Pour déployer, au début du conflit, 1000 soldats en Roumanie, ça a été une épreuve monstrueuse. Il fallait en déployer autant en Ukraine, mais on n'en serait même pas capable. Et on a un problème d'effectifs, de budget. Donc, la seule infanterie réelle, la seule armée de terre réelle dont dispose l'OTAN pour faire la guerre à la Russie, c'est l'armée ukrainienne. Quand il n'y en aura plus, et il n'y a quasiment plus d'infanterie, hein, d'ailleurs, maintenant, ils veulent massifier le recrutement de mercenaires colombiens, notamment. Et c'est officiellement, c'est Zelensky qui l'a dit, la moitié de l'infanterie, pourquoi pas. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, l'armée ukrainienne est à l'os et que la Russie est en train de l'apporter et que nous n'enverrons pas de soldats parce que nous n'en avons pas pour les guerres impérialistes. C'est terminé. La guerre de Crimée 1853, ça n'arrivera plus. Et donc voilà. Ça n'arrivera plus. Alors, ceci dit, ils prétendent réarmer, que ce soit les Allemands. Vautrin expliquait qu'elle aura réussi, ils auront réussi, ou Macron aura réussi en 10 ans à doubler le budget de l'armée française. Bon, il faut voir ce qu'ils font avec aussi. Dans le budget de l'armée française, il y a le paiement des militaires et les retraites, etc. Donc, on va voir. Et en tout cas, c'est pas ce que disent les militaires. Et notamment, par exemple, des gros projets comme le dernier bloc du Rafale, la version la plus modernisée, pour l'instant, c'est repoussé aux calendes grecques. Donc on nous ment. Voilà. Et même s'ils ont lancé le prochain porte-avions, on a toujours un seul porte-avions. C'est-à-dire qu'on est opérationnel, dans le meilleur des cas, la moitié de l'année. Après, il faut aller en maintenance. Un porte-avions, c'est ou deux ou pas du tout. Ça n'a pas de sens. Si on veut être une armée autonome, encore une fois, si vous êtes avec les Américains, vous avez votre petit porte-avions, et puis eux, ils en ont 11 ou 12, je crois. Donc ça, on peut tourner. Mais si jamais vous voulez être autonome, ça veut dire qu'il en faut deux. Et encore une fois, j'attends de voir la manière dont l'armée française va s'adapter à la nouvelle donne. Alors, j'ai vu des choses plutôt encourageantes, notamment de la brigade de montagne française, là, où ils ont commencé à manœuvrer avec des quads, des motos légères, des unités d'assaut, des petites unités d'assaut. Donc, ils copient ce que font les Ukrainiens, qui ont copié ce que font les Russes. Et donc ça, c'est plutôt encourageant, mais ça va nécessiter aussi d'investissement. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'il y ait une sclérose au sein de la pensée militaire française. Quand on voit les gamelins de plateau qui défilent depuis 4 ans et demi, et le problème, c'est que Goya, le général Yakovlev, Colin Goya, général Yakovlev et l'ancien chef général Desportes, qui racontent n'importe quoi depuis 5 ans. Général Desportes, ça fait même plus longtemps que ça. Déjà à l'époque de Maïdan, il racontait n'importe quoi. Donc, c'était des piliers de l'école de guerre, des références ultimes. Et c'est donc ces gens-là qui ont formé des officiers pendant des années n'ont rien compris à la guerre la plus importante qui s'est déroulée sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc ça, c'est grave. Ça veut dire qu'il faudrait rappeler tous les officiers qui ont subi la formation par ces 3 guignols et leur faire des cours de rattrapage. Venant des gamelins, des fameux gamelins de plateau. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est grave. Pour moi, il y a une sclérose de la pensée militaire française. Alors, je suis sûr qu'il y a quelque part des militaires français qui pensent bien à la guerre. J'en suis même certain. J'en connais. Le problème, c'est que c'est ceux-là qu'il faut faire sortir. Donc, il faut faire une révolution interne. C'est-à-dire, vous dégagez, vous êtes l'ancien. Ce qui n'a pas été fait en France avant la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, on a eu Gamelin, généralissime. Au lieu d'avoir De Gaulle, Weygand, il a été à un moment aux commandes, mais on l'a envoyé en Afrique du Nord, au Liban, parce que trop nationaliste, trop impétueux, et pas assez soumis au pouvoir politique. Alors Gamelin, lui,
Et voilà, donc on est vraiment dans on est dans la même situation. Alors c'est moins grave parce qu'il n'y a pas de conflit à grande échelle qui s'annonce. Encore une fois, on a l'arme nucléaire, mais globalement, pour la pensée militaire française et de la manière dont elle est enseignée dans l'école de guerre, je pense que c'est gravissime, gravissime. Voilà. Eh bien, on vous remercie, Xavier, beaucoup de soutien que je peux lire sur le chat, des Xavier Moreau, président même. Eh bien, on va aller peut-être étape par étape. Oui, allons-y doucement. Tout à fait. Bon, bien écoutez, je vous remercie beaucoup, Xavier, pour cette intervention. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une excellente continuation. Et donc, eh bien, j'espère à très bientôt sur GP. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas eu. On n'est pas déçus de cette heure presque et demie passée ensemble. Vous venez d'entendre Xavier Moreau pendant près d'1h20. Et je vais prendre le temps de décomposer ce qui me frappe, séquence par séquence, parce que cette interview contient plusieurs niveaux de lecture qu'il ne faut pas mélanger. Premier niveau, l'analyse militaire du front ukrainien, qui est factuelle, documentée, et que les événements du 5 juillet 2026 confirment heure par heure. Deuxième niveau, la critique du système politique français et européen, qui est philosophiquement cohérente, mais politiquement clivante. Troisième niveau, les positions sociétales conservatrices, que je laisse à votre propre jugement. Commençons par ce qui est vérifiable. Moreau a mentionné la chute imminente de Konstantinovka. Ce n'est plus imminente, c'est accompli. Konstantinovka est tombée, et ce que ça ouvre, c'est une route opérationnelle directe vers Kramatorsk par le sud. Pour comprendre l'ampleur stratégique de cet événement, il faut revenir à la géographie. Le bastion Slaviansk-Kramatorsk, c'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire un nœud logistique et défensif de premier ordre. Deux villes liées, se couvrant mutuellement, construites en position défensive depuis 2014, renforcées pendant 10 ans. C'est l'équivalent ukrainien de ce qu'était Bastogne pour les Alliés en décembre 1944, un point qu'on ne peut pas perdre sans que toute la ligne s'effondre. Et selon les rapports de ce matin, la libération de Krasny Liman est en phase finale, ce qui signifie que l'étau se referme également par le nord. Ce n'est plus une avancée, c'est une manœuvre d'encerclement progressive. Ce qui signifie que les titres de LCI et de BFM, qui nous ont expliqué pendant 6 mois que l'Ukraine reprenait l'avantage, c'était du mensonge, pas de l'erreur, du mensonge structuré, payé, orchestré. Et Moreau a eu le courage de le nommer. Il y a une leçon historique que Moreau n'a pas citée explicitement dans cette interview, mais qui s'impose d'elle-même quand on écoute son analyse. Le parallèle avec la guerre du Vietnam. En 1967, Robert McNamara, secrétaire à la défense américain, présentait des statistiques de victoire au Congrès. Le ratio de pertes était favorable. Les opérations de sécurisation des villages avançaient, les routes étaient sous contrôle, et en janvier 1968, l'offensive du T a montré que l'ensemble de ces statistiques était une fiction. L'armée nord-vietnamienne avait la capacité de frapper simultanément sur une centaine de villes. Ce n'est pas un fait nouveau dans l'histoire de la guerre. Ce qui était nouveau, c'est que les médias américains l'ont retransmis en direct. Et ça a tout changé. Aujourd'hui, la situation est inversée. Les médias occidentaux retransmettent une fiction de victoire ukrainienne, pendant que la réalité du terrain est documentée heure par des sources ouvertes, Deep State Ukraine lui-même, le géographe Clément Molin, les cartes ISW que Moreau cite, et même ces sources, qui sont pro-Kiev, montrent une ligne de front qui recule, ce qui signifie que le mensonge médiatique n'est plus tenable. Le moment du thé ukrainien est vraisemblablement en cours. La question n'est pas de savoir si le front s'effondre. La question est de savoir quand les opinions publiques européennes vont l'admettre. Revenons sur les sanctions de l'Union européenne contre Moreau. Inscription sur liste noire en décembre 2025. Recours rejeté en mars 2026. Et élection consulaire gagnée en juin 2026. Ce qu'il faut comprendre, c'est le message que ces sanctions envoient. L'UE ne sanctionne pas Xavier Moreau
parce qu'il a commis un crime. Elle le sanctionne parce qu'il dit des choses que le pouvoir ne veut pas que les gens entendent. La différence entre un dissident et un criminel, dans ce type de régime, c'est que le dissident a raison. Historiquement, ce mécanisme est bien documenté. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont sanctionné, interdit, emprisonné des journalistes et des activistes qui critiquaient la guerre du Vietnam. Le dossier COINTELPRO du FBI, révélé en 1971, montrait que le gouvernement américain menait des opérations actives de déstabilisation contre ses propres citoyens qui s'opposaient à la guerre. C'est pas une théorie, c'est un fait historique certifié. Ce que l'Union européenne fait à Moro, c'est la même logique appliquée au contexte européen de 2025 à 2026. Et le vote des Français de Russie en mai 2026 a dit très clairement non, vous ne choisissez pas nos représentants. Moro est très précis sur la question nucléaire et je veux m'y arrêter parce que c'est le point que les médias grand public simplifient de manière irresponsable. Sa thèse est la suivante. La Russie ne procédera pas à des frappes nucléaires tactiques en Ukraine. Non pas parce qu'elle ne le peut pas, mais parce que ce serait militairement inutile et politiquement contre-productif. Et sur ce point, il a raison. Voici pourquoi. Une frappe nucléaire tactique sur une ville ukrainienne ne changerait pas le rapport de force militaire sur le terrain. Les 5000 soldats encerclés près de Slaviansk sont encerclés par des moyens conventionnels. Les bombes planantes détruisent les infrastructures logistiques sans risque de contamination radioactive pour les forces russes qui doivent ensuite occuper le terrain. La bombe nucléaire tactique n'apporterait rien militairement que les moyens conventionnels n'accomplissent pas déjà. En revanche, elle donnerait à Macron, à Starmer, exactement ce dont ils ont besoin pour justifier une entrée directe en guerre. Et ça, Poutine le sait. Ce qui signifie que tous les scénarios catastrophistes sur l'usage nucléaire en Ukraine sont au mieux de l'ignorance militaire, au pire de la propagande délibérée. Ce que Moro propose pour la France, sortir de l'OTAN, adopter une neutralité suisse renforcée par la dissuasion nucléaire, ça mérite une analyse sérieuse, pas un rejet conditionné. La Suisse n'est dans aucune alliance militaire depuis 1515, date de sa neutralité consacrée après la bataille de Marignan. 500 ans de neutralité, résultat, la Suisse est le siège de toutes les grandes négociations internationales, de la Croix-Rouge, des négociations de paix, des accords commerciaux. Sa neutralité lui confère un prestige diplomatique que aucun autre pays d'Europe n'a. La France, elle, a l'arme nucléaire, ce qui signifie qu'une France neutre et nucléaire serait vraisemblablement la puissance de médiation la plus crédible du monde. Personne ne peut l'attaquer sans risque d'anéantissement. Et personne ne peut lui reprocher de prendre parti. Au lieu de ça, Macron a envoyé des instructeurs militaires en Ukraine, livré des missiles Scalp et déclaré publiquement que l'envoi de troupes combattantes n'était pas exclu. Ce qui a valu à la France d'être placée sur la liste des cibles prioritaires de la doctrine militaire russe. C'est un échange perdant-perdant pour les Français. Le ministre des Affaires étrangères lituanien a déclaré publiquement vouloir attaquer Kaliningrad. Des officiels polonais ont évoqué la possibilité de prendre Kaliningrad pour en faire un territoire libre. Des manœuvres franco-polonaises avec composantes nucléaires symboliques sont prévues dans la zone. C'est pas Moro qui invente ça, ce sont des déclarations publiques documentées. Ce que Moro explique avec justesse, c'est la logique de ces pays. Ils font de l'escalade verbale parce qu'ils ont besoin d'un ennemi russe existentiel pour justifier leur budget militaire, leurs lois d'exception et leurs restrictions des minorités russophiles. La Lettonie, l'Estonie, la Lituanie ont des minorités russophones représentant entre 20 et 25% de leur population en situation de discrimination linguistique documentée. Nommer ça, ce n'est pas de la propagande, c'est du droit international. Et quand la France fait des manœuvres militaires avec ces pays sans poser ces questions, elle cautionne une politique dont les conséquences, si elle dérape,
serait catastrophique pour tous les Européens. Moreau affirme que les opérations dans la profondeur du territoire russe sont dirigées par le MI6 et que le service de renseignement britannique conduit une politique étrangère autonome, indépendante des gouvernements qui se succèdent à Londres. C'est une affirmation sérieuse qui mérite une analyse nuancée. Il est exact que le MI6 a une tradition d'autonomie opérationnelle très longue, remontant aux opérations de la section D pendant la Seconde Guerre mondiale, au coup d'État en Iran en 1953, avec la CIA, aux opérations en Afrique subsaharienne pendant la guerre froide. L'idée d'un service de renseignement qui conduit sa propre politique est historiquement documentée. Ce qui est aussi documenté, c'est l'implication britannique dans la formation et l'équipement des forces spéciales ukrainiennes depuis 2015, bien avant l'opération militaire russe de 2022. Des journaux d'investigation britanniques, The Times, The Guardian, l'ont eux-mêmes rapporté. Ce que je ne peux pas confirmer, c'est l'affirmation que le MI6 décide seul des frappes. Mais ce que je peux dire, c'est que cette thèse est plus documentée et plus cohérente que le récit officiel selon lequel l'Ukraine mène seule une guerre autonome contre la Russie avec des armes occidentales. Ça n'a jamais été crédible. Moreau pense que la fin des hostilités est proche. Pas un traité, un cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle. Et si les événements des dernières 48 heures confirment sa lecture des avancées russes, son scénario est sûrement le plus probable. Ce que ça signifie concrètement, c'est que la Russie aurait atteint ses objectifs initiaux de 2022, les 4 régions plus la Crimée, et disposait d'une zone tampon supplémentaire dans la région de Kharkov. Poutine l'a lui-même rappelé. L'opération de Koursk menée par l'Ukraine en août 2024, qui a été un échec total, a conduit à la création de cette zone tampon. Les Ukrainiens ont payé cette opération médiatique de plusieurs dizaines de kilomètres carrés de territoire. Et ce qu'on voit depuis ce matin avec les informations en provenance du front, c'est que le régime de Kiev n'a même pas l'intention de récupérer les corps de ses soldats tués à Konstantinovka. C'est un détail qui dit tout sur l'état moral et logistique de l'armée ukrainienne en ce moment. La grande question qui reste ouverte, c'est l'Europe. Si les Européens continuent à pousser Kiev à refuser tout cessez-le-feu, comme ils l'ont fait en avril 2022 en sabotant les accords d'Istanbul, alors la guerre continuera. Et l'Ukraine continuera à perdre du territoire. Ce n'est plus une menace russe, c'est une mécanique que les chiffres du front décrivent tous les jours. Je veux terminer sur quelque chose de plus personnel. Xavier Moreau est un homme que les institutions européennes ont sanctionné, gelé, interdit. Et il reste debout. Il se présente à des élections, il gagne, il parle depuis Moscou à des dizaines de milliers de Français qui font le choix, de manière croissante, d'aller chercher leur information en dehors des circuits officiels. Ce n'est pas un phénomène marginal. C'est un signe d'une crise profonde de la crédibilité des institutions médiatiques et politiques occidentales. Quand les gens font plus confiance à un homme sanctionné par leur propre gouvernement qu'aux journaux de référence, il faut se poser la question de ce qui s'est cassé. La réponse, c'est vraisemblablement la guerre d'Ukraine qui l'a cassé. Parce que cette guerre a produit un écart trop visible entre ce que les grands médias disaient et ce que les cartes du front montraient. Et une fois que vous avez vu cet écart une fois, vous ne pouvez plus regarder les journaux télévisés comme avant. C'est ça, la multipolarité. C'est pas seulement l'émergence de nouvelles puissances géopolitiques, c'est aussi l'émergence de nouvelles sources d'information, de nouveaux cadres d'analyse, de nouvelles voix qui disent des choses que les médias dominants refusent de dire. Je veux terminer sur quelque chose de plus personnel. Xavier Moreau est un homme que les institutions européennes ont sanctionné, gelé, interdit, et il reste debout. Il se présente à des élections, il gagne. Il parle depuis Moscou à des dizaines de milliers de Français qui font le choix, de manière croissante, d'aller chercher leur information en dehors des circuits officiels. Ce n'est pas un phénomène marginal. C'est un signe d'une crise profonde de la crédibilité des institutions médiatiques et politiques occidentales. Quand les gens font plus confiance à
à un homme sanctionné par leur propre gouvernement qu'aux journaux de référence, il faut se poser la question de ce qui s'est cassé. La réponse, c'est vraisemblablement la guerre d'Ukraine qui l'a cassé. Parce que cette guerre a produit un écart trop visible entre ce que les grands médias disaient et ce que les cartes du front montraient. Et une fois que vous avez vu cet écart, vous ne pouvez plus regarder les journaux télévisés comme avant. C'est ça, la multipolarité. C'est pas seulement l'émergence de nouvelles puissances géopolitiques, c'est aussi l'émergence de nouvelles sources d'information, de nouveaux cadres d'analyse, de nouvelles voix qui disent des choses que les médias dominants refusent de dire. Monde multipolaire, c'est ça. C'est cette conviction que comprendre le monde tel qu'il est, pas tel qu'on nous dit qu'il est, c'est le premier acte de souveraineté intellectuelle. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Les commentaires sont ouverts. Abonnez-vous si cette analyse vous a apporté quelque chose et à très bientôt.